Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo dans laquelle je vais vous donner mon top 5 PEA à conserver à vie et surtout là les plus grosses convictions que j'ai actuellement. Et vous savez, enfin, il y a un temps pour analyser des entreprises et un temps pour acheter des entreprises. Là, clairement, les entreprises que je vais vous présenter, je les achète, d'accord? Enfin, quasiment toutes. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on va surtout se focaliser dans cette vidéo sur l'implémentation des entreprises que je vais vous présenter, des actions dans un portefeuille global. Alors justement, pour ce faire, je vais faire une parenthèse dès le départ. On va partir sur un portefeuille qui va être très simple. C'est ce que j'ai tendance à recommander. En fait, c'est d'avoir du 30% ETF, du 20% dividende. Donc là, vous êtes déjà à 50% et les 50% restants. Vous allez tout simplement sur des actions exceptionnelles. Alors là, vous pouvez faire un mix entre small cap, large cap, etc., diversifier avec les secteurs. Donc voilà, au global, c'est de ça dont il va être question. Ok, alors justement, je passe un peu du tout au tout. Ça, rappelez-vous, c'est la mind map que je vous avais faite pour la vidéo, enfin pour ma vidéo que j'avais sortie à peu près il y a un mois sur les niveaux global de valorisation du S&P 500 par rapport au small cap et par rapport aux autres régions du monde. Alors la conclusion, c'est que effectivement les US étaient très chers en termes de valorisation pure, hein, c'est-à-dire en termes de multiples, et surtout les large caps étaient très chers. Donc c'est pour ça qu'en fait là concrètement, vous allez voir pourquoi je vous montre ça. Effectivement, j'ai des large caps, hein, voilà, j'ai du BlackRock, j'ai également pas mal de Google, etc. Tout ça, effectivement, j'ai pas envie de les renforcer actuellement, d'accord? Et donc je vais vous introduire, on va le voir ensemble, LVMH. Pour première position, je vais vous montrer voilà, à peu près comment je l'intègre dans mon portefeuille. Et donc voilà, en fait, surtout, pourquoi LVMH? Parce que c'est l'une des seules, la large cap, en ce moment, qui a un niveau de valorisation qui est vraiment super. Et sinon, après, je vais également vous parler de small cap. Là, justement, tout ce que j'ajoute, entre guillemets, à part du LVMH, c'est vraiment, par exemple, voilà, j'avais acheté du Parex, hein, je vous en ai déjà parlé, on a déjà fait des gros lives dessus. Pareil, du Bitogold, donc ça, c'est une entreprise minière. Et j'ai également acheté un call sur Crocs. Et également, là, je vais introduire une nouvelle small cap. Et d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires, je vous donne les indices. Donc, c'est une entreprise qui va être dans les fusions-acquisitions, qui fait donc de la croissance via des acquisitions. C'est un mini Berkshire Hathaway ou un mini Markel, hein, à peu près. Et c'est une entreprise qui est australienne et qui a une market cap en dessous des 1 milliard. Donc là, je pense que vous avez pas mal d'informations, pas mal d'indices. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires, selon vous, le nom de l'entreprise, voilà, sur laquelle là, je vais me positionner. Et puis voilà, je ferai certainement, enfin j'en parlerai certainement dans un live de manière beaucoup plus approfondie. Alors donc voilà, je me remets directement, je me remets sur LVMH. Bon, je vais pas vous faire durer le suspense. LVMH sur le PEA, c'est ma plus grosse conviction pour plusieurs raisons. En fait, premièrement, le PEA, encore une fois, je vous réfère aux anciennes vidéos que j'ai faites, notamment sur la différence entre le CTO et le PEA et combien de surperformance il vous faut sur le CTO pour finalement combler l'avantage voilà, d'imposition sur le PEA. Et donc effectivement, sur les actions de croissance, il est préférable de les avoir sur le CTO, pareil sur les small caps, mais sur les large caps slash dividendes, ou tout simplement sur les actions à dividendes, et bien voilà, c'est quand même préférable de les avoir sur le PA. Et bien là, ça tombe bien, puisque LVMH, on a une entreprise, donc large cap, on a une entreprise avec au prix actuel un dividende qui est super avantageux, et surtout une croissance du dividende qui est super avantageuse. Donc en fait, on est vraiment entre les deux, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui peut aller dans la case entreprise exceptionnelle, qui peut également rentrer dans la case dividende de votre portefeuille. Alors là encore, c'est pour ça, ça va me permettre de dès maintenant introduire un peu Pernod Ricard. En fait, dans votre partie dividende, par exemple, vous mettez 20% de votre portefeuille en dividende. C'est ce que je dis souvent. En fait, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez du rendement aujourd'hui ou est-ce que vous voulez du rendement, par exemple, dans 15 ans, dans 20 ans? Si vous voulez du rendement aujourd'hui, il va être préférable de partir sur les entreprises comme Pernod Ricard, comme Veralia, comme BTI, donc British American Tobacco. Bref, des entreprises qui ont actuellement un yield élevé, un rendement élevé, d'accord, mais avec une croissance assez faible. Finalement, c'est un peu comme une obligation boostée. Alors que justement, si vous êtes plutôt dans une perspective de capitalisation sur votre patrimoine, vraiment d'augmentation de votre patrimoine, et donc vous voulez du rendement, on va dire, pas maintenant, mais dans 10, 15, 20 ans. Bah là, il est vraiment préférable de vous positionner sur des entreprises qui actuellement ont un yield finalement moyen, comme LVMH, mais par contre avec une croissance du dividende et surtout avec une stratégie d'allocation du capital aux actionnaires, donc de redistribution aux actionnaires qui va augmenter. En fait, on veut vraiment que LVMH, non seulement sur le futur, les bénéfices augmentent, que LVMH gagne des parts de marché, mais on veut également que le management d'LVMH
redistribue finalement une part du bénéfice net de plus en plus importante aux actionnaires via les dividendes. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je vous avais dit, ça a l'air d'être le cas dans leur stratégie globale sur LVMH. Ok, donc effectivement, si je vous le mets ici rapidement, niveau de la croissance du dividende, sur les 10 dernières années, on a une croissance du dividende de 15% par an, sur les 5 dernières années de 20%. C'est-à-dire que les 5 dernières années ont augmenté plus rapidement. Sur les 3 dernières années de 39%. Bon, alors après, évidemment, après le Covid, les revenus ont doublé. Là, on a justement une normalisation et c'est justement pour ça que c'est une opportunité d'achat. Puisque justement, sur LVMH, quand vous allez voir le prix en bourse, on s'est clairement effondré. Mais est-ce que les bénéfices se sont effondrés? Non. Est-ce que les niveaux de valorisation ont dégonflé? Oui. Et est-ce que le bénéfice va repartir? Est-ce que c'est-à-dire la Chine, etc., va repartir dans le futur? Moi, j'en suis convaincu. Donc là, en fait, le trade à faire là, en ce moment, c'est tout simplement, effectivement, sur du court terme, vous acceptez une volatilité, vous acceptez le fait que peut-être que la Chine ne va pas repartir sur le prochain quarter, sur les 2 prochains quarters. Donc LVMH peut continuer de baisser, mais une chose est sûre, du moins c'est ma thèse, c'est que LVMH va repartir. C'est que la Chine va repartir. Et à ce moment-là, vous aurez du LVMH, là, avec un PER de 20. Alors justement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un reverse DCF, puisque je trouve que ça donne vraiment une idée claire sur la croissance future qu'il vous faut pour que le prix actuel de l'entreprise que vous achetez, là, en l'occurrence du LVMH, sur les 577, soit, entre guillemets, à la fair value, en prenant un taux de croissance. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous anticipez, si vous voulez du 9% par an sur LVMH, compte tenu de la valorisation actuelle, donc du prix actuel de 577, il vous faut une croissance par an du bénéfice de 10,5%. Donc moi, je pense qu'on peut aller atteindre du 10,5% par an de croissance. Et donc dans ce cas-là, ça vous fait du 9% par an avec un dividende qui augmente, avec un gros dividende. Et si par contre maintenant, justement, vous mettez du 400, d'accord. C'est-à-dire que si LVMH, là vraiment le prochain quarter, la Chine ne redémarre pas, même voilà les 2 prochains, dans ce cas-là, LVMH s'effondre et là, sur du 400 euros, ça vous fait seulement du 5,23% par an en termes de croissance. Donc c'est rien du tout et ça me rappelle vraiment du Google. Quand je m'avais acheté sur les 90, je me souviens, il y avait c'est à peu près pareil, c'était du 5 ou du 6%. Donc évidemment que évidemment que Google allait faire plus de performance et c'est ce que Google a fait. Mais parfois, ça arrive. Là, vous pouvez vous dire, mais c'est impossible que LVMH baisse sur les 400 euros. Non, c'est possible. Là, du Google sur les 95, c'est ce que j'avais mis, ça fait du 6,68% par an. Et donc, évidemment, évidemment que c'était une énorme opportunité. Et là, si on met le prix actuel de 160, effectivement, là, vous voyez, là 160, maintenant, il vous faut non pas 6% par an de croissance, mais 14% par an de croissance. Et je pense que Google peut à peu près les délivrer. Ça va être très dur, mais je pense qu'on peut à peu près les délivrer. Donc c'est pour ça que je vends pas mes actions, hors de question, je les garde dans mon portefeuille. Je suis très bien avec. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Ok, alors sur LVMH, je vais vous faire un scénario optimiste, neutre et pessimiste. Ok, donc premièrement, on va faire un scénario vraiment en termes, avec des anticipations futures, avec soit un free cash flow qui augmente ou alors un free cash flow qui diminue. Au global, on va faire une thèse où le quarter prochain, les 2 prochains quarters sont vraiment catastrophiques. On a vraiment une baisse du chiffre d'affaires, on va dire de 20%, avec toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, c'est-à-dire avec des marges qui restent stables. On a effectivement dans le bout du bout le bénéfice net et on va dire encore une fois le free cash flow qui lui aussi baisse proportionnellement au chiffre d'affaires, donc de 20%. Ok, donc là actuellement on a effectivement un free cash flow de 13 milliards, d'accord. Donc un free cash flow de 13 milliards sur une capitalisation boursière de 88 milliards, ça vous ferait un price, un price to free cash flow effectivement, comme vous pouvez le voir, de 22, parce que si vous faites 22 fois le free cash flow, donc 22 fois le free cash flow qui est de 13, ça vous fait exactement 286, voilà, la market cap, d'accord. Donc là, effectivement, si jamais LVMH stabilise son free cash flow au niveau actuel, et on va dire, repart tranquillement avec une croissance neutre sur les 2 prochains quarters, et puis après, on repart tranquillement, là, c'est top, le prix actuel, c'est un super bon prix pour rentrer, d'accord, parce qu'on est effectivement sur la moyenne historique, du LVMH à 22 fois les bénéfices, on voit qu'on est à peu près pas mal. Maintenant, le scénario vraiment pessimiste, qu'est-ce que ça serait ? Ça serait qu'on ait premièrement du LVMH qui se négocie à un niveau de multiple, on va dire de 17 fois les free cash flow. Donc là vraiment on serait on serait au même niveau que 2016, au même niveau que quasiment 2008 et au même niveau surtout que 2022, vraiment au plus bas, d'accord. Donc on va dire que LVMH va se négocier à 17 fois les free cash flow, d'accord. Et surtout on va également mettre scénario pessimiste, que ces free cash flow là vont baisser. Que LVMH finalement va avoir son free cash flow qui va chuter de 20%. Donc 20% ça ferait un free cash flow sur les, allez je mets
sur les 10,5 milliards, d'accord? Donc si je fais 17 fois 10,5, ça va me donner donc la market cap d'LVMH. Ça ferait du LVMH sur les 178 milliards. Ça, c'est le scénario catastrophe, d'accord? Ça serait vraiment du LVMH en termes de multiples sur les plus bas et également en termes de free cash flow du moins 20%, ok? Donc du LVMH sur les 178 milliards, eh bien ça ferait une baisse. Donc ça, c'est la capitalisation boursière. Vous voyez, on passerait ici de 285 à donc 100, allez, on va mettre 180. Donc voilà, ça ferait une baisse de 36%. Je vais mettre une baisse de 35%, hein, je vais arrondir. Ça ferait du LVMH sur les, allez, 380. C'est pour ça que je vous dis à peu près du 400. Donc vous voyez vraiment, du LVMH sur les 400 euros, d'accord? Eh bien, on pourrait traduire ça par finalement, eh bien, un price to free cash flow de 17 et avec une baisse du free cash flow de 20%, ok? Donc ça serait vraiment, selon moi, encore une fois, une excellente opportunité. Je pense que vous le comprenez, puisque si on a effectivement ce scénario-là, eh bien, ça vous permettrait d'acheter du LVMH donc sur les 180 milliards de capitalisation boursière. Et qu'est-ce qui se passe si maintenant, eh bien, le quarter 3, d'accord, on va dire dans un an, eh bien, le free cash flow remonte premièrement sur les 13 et remonte même au-delà? Qu'est-ce qui se passe si dans 3 ans, on a de nouveau un free cash flow sur, allez, sinon en 2028-2029, on a de nouveau un free cash flow sur les 16 milliards? Eh bien, vous aurez tout simplement, eh bien, vous aurez acheté votre entreprise à 180 milliards, divisé par 16, d'accord, divisé par 16, vous aurez l'équivalent sur votre prix d'acquisition d'avoir du LVMH à 11 fois les free cash flow. C'est-à-dire que vous aurez effectivement 16 divisé par 180 milliards, vous aurez du 8,8% de rendement sur votre prix d'acquisition, puisque vous aurez acheté l'entreprise LVMH à 180 milliards dans votre portefeuille, et donc dans 3 ans, par exemple, l'entreprise LVMH va produire comme ça, eh bien, 16 milliards de free cash flow. Donc 16 divisé par 180, ça vous fait un rendement de 9%. Mais c'est juste incroyable, c'est exceptionnel. Et c'est ce que j'ai sur Google. Parce qu'en fait, encore une fois, je le répète tout le temps parce que c'est vrai que là, comme ça, comme LVMH n'a pas encore, c'est pas encore effondré, on n'a pas encore eu de fin du monde, énormément de personnes se disent oui, ça va pas baisser plus bas. Mais non, c'est possible. Voilà, c'est arrivé maintes et maintes fois dans le marché, encore une fois, qu'effectivement, ça s'effondre et que ça soit une excellente opportunité. Vous savez, le marché, c'est vraiment, c'est irrationnel. Et vraiment sur du court terme, si LVMH arrive et que le quarter est négatif, tout le monde va commencer à dire mais c'est la fin du monde, ça va jamais repartir. LVMH est beaucoup trop exposé à la Chine, beaucoup trop de risques. Le luxe, en fait, finalement, voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a les marques chinoises qui vont détrôner LVMH, bref, tout le blabla habituel. Et c'est là où justement va falloir acheter parce que ça va vous permettre d'avoir, en fait, voilà, encore une fois, on l'a vu ensemble, un rendement qui est vraiment incroyable sur LVMH. Et maintenant, si jamais en termes de pourcentage, là on l'a vu en termes de rendement, si jamais donc voilà, vous achetez du LVMH comme ça sur les 180 milliards de market cap et que en fait le prix en bourse finalement remonte, on va dire allez sur les 400 milliards, donc ça vous ferait à peu près une plus-value à peu près de 120%, effectivement, hein. À 400, ça vous fait voilà, du 125% de rendement. Donc vous aurez non seulement votre prix en bourse qui va augmenter de 125 en termes de performance, mais si jamais vous avez donc un free cash flow de 16, ça fera un price to free cash flow de combien? Eh bien, ça fera du 400 divisé par 16, ça fera un price to free cash flow de 25. Donc finalement, vous aurez non seulement 125% de plus-value sur votre position en bourse, mais en plus de ça, est-ce que vous aurez dans votre portefeuille une action surévaluée? Pas tant que ça. En fait, on aura simplement le price to free cash flow qui sera ici qui sera sur ces niveaux-là. Je vais mettre vraiment une ligne. Et ça, en fait, c'est des notions qui sont super basiques là, dont je vous parle, mais c'est vraiment la base. C'est-à-dire que encore une fois, Google qui a là aussi augmenté de 80%, est-ce que c'est surévalué? Non, puisque dans le même temps, son bénéfice a également explosé, d'accord? Donc c'est pour ça que le golden scénario, c'est d'acheter une entreprise au plus bas, avec un free cash flow au plus bas, parce qu'évidemment, il y a des problèmes à court terme, et que l'entreprise, 2 ans plus tard, elle explose, et son free cash flow réexplose avec, et dans ce cas-là, on a une appréciation du prix par action en bourse, et en plus de ça, on a les multiples qui n'explosent pas tant que ça, parce qu'en fait, comme le free cash flow a augmenté, ça se suit. Ok, donc voilà, je pense que je me suis un petit peu répété là-dessus, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo comme ça en reprenant, on va dire vraiment bon sens, voilà, des choses, voilà, vraiment du classique, parce que c'est vrai que parfois on peut un peu se perdre. Et sinon au niveau de valorisation actuellement, c'est-à-dire que là voilà, au niveau de valeur actuelle, effectivement le bon scénario, c'est qu'effectivement là on a à peu près touché le fond, c'est-à-dire que la Chine
On va de nouveau avoir un quarter voilà, on va dire en croissance organique, voilà, avec un petit effet de change négatif. On va avoir du 0%. Voilà, on va dire ça. Donc dans ces cas-là, oui, LVMH peut un petit peu baisser, d'accord. Et si jamais, bah voilà, en 2028, LVMH repart complètement et on se retrouve avec encore une fois, on se retrouve avec un price to quelque chose de 16, et bien là, au prix actuel, ça vous fait une market cap de 280. Et bien voilà, vous avez compris comment on fait ça. On fait tout simplement 280 divisé par 16. Ça vous ferait donc vous un price to cash flow de 17, d'accord, sur votre prix d'acquisition aujourd'hui. Donc en fait, finalement, ça serait l'équivalent d'avoir effectivement voilà, un price to cash flow qui retombe ici sur les niveaux de 2022 avec, on l'a vu, un price to cash flow au plus haut, d'accord. Alors je fais une petite parenthèse, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si ce que je vous ai dit là n'était pas forcément clair, auquel cas il n'y a aucun problème, je vous ferai une vidéo avec grand plaisir d'une trentaine de minutes sur vraiment 100% les multiples et l'impact des multiples sur le prix en bourse, sur votre croissance future, sur votre performance future, etc. etc. Parce qu'il faut vraiment que ça soit clair et pour plein de personnes, là ce que je vous ai dit c'était très très clair et je pense que vous avez même voilà, accéléré cette partie-là. Mais c'est vrai que si vous êtes débutant ou alors si voilà, vous prêtez pas tellement attention à ça, ça peut vite, vous pouvez vite vous mélanger les pinceaux. Alors que dans vraiment la logique est quand même très très simple. Et justement, en fait, vous voyez là par exemple, donc là on est à 22 fois le price to free cash flow au prix actuel. Je vous pose la question, si jamais justement vous achetez LVMH au prix actuel, combien de temps ça va mettre pour que ce price to free cash flow soit divisé par 2, d'accord, que votre rentabilité soit multipliée par 2. C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien vous dire, non mais moi de toute façon Léo, je pense pas que LVMH va baisser plus bas, et donc voilà, je suis confortable dans l'idée d'acheter LVMH en ce moment. Par contre, ce que je veux savoir, c'est que compte tenu de la croissance que je m'anticipe, c'est-à-dire que si vous pensez que LVMH va augmenter là, son price to, va augmenter, excusez-moi, son free cash flow de 9% par an, eh bien combien d'années voilà, ça vous mettra pour que votre rendement actuel qui est eh bien de exactement 13, le free cash flow actuel en 13 divisé par 284 milliards. Là actuellement, si vous achetez LVMH en ce moment, vous avez 4,5% de rendement. Alors de rendement, encore une fois, tout est relatif puisque LVMH ne redistribue pas 100% de ce free cash flow aux actionnaires, d'accord, sinon ça serait votre dividende. Mais en tout cas, le business, lui, il génère 4,5% eh bien de son prix, d'accord, de sa valeur. C'est ça qu'il faut retenir. Mais justement, si vous l'achetez en ce moment, peut-être que pour vous, c'est un peu trop faible. Et donc voilà, en fonction de la croissance, si jamais par exemple eh bien, enfin, ce que je veux dire, c'est la règle des 72 que je vous explique souvent. Si vous mettez 72 divisé par le taux de croissance que vous en anticipez, et ça va vous donner donc un résultat en termes d'années. Et donc là, ça va vous mettre, ok, 8. C'est-à-dire que si jamais vous achetez LVMH en ce moment et que le free cash flow de 13 milliards augmente de 9% par an, il vous faudra 8 ans, d'accord, 8 ans, voilà, c'est aussi simple que ça, 8 ans pour que le free cash flow double. Donc passe de 13 à 26. Et donc vous, votre rentabilité va doubler, puisque cette fois-ci, vous aurez du 26 divisé par 284. Eh bien, vous aurez en pourcentage voilà, du 9,5 et si vous faites diviser par 2, ça vous redonne voilà, les 4,5, le rendement qu'on a actuellement. Okay, donc c'est pour ça qu'en fait, le fait de faire ça, ça vous permet de voir, en fait, compte tenu de la croissance que vous en anticipez, combien finalement de rendement vous avez dans X années. D'accord, là c'est dans 8 ans. Et franchement, du 9% de rendement sur LVMH dans 8 ans, c'est vraiment correct. Sachant qu'on a un payout ratio de 50%, ça vous ferait un dividende de 5% sans réinvestissement. Et si maintenant LVMH augmente, on va dire, son payout ratio à 70%, eh bien vous aurez finalement là les 9,5% de rendement, vous en aurez 70. Donc voilà, fois 70 finalement, excusez-moi, voilà, ça vous fera quand même un rendement, un dividende de 6,65% sans le réinvestissement. C'est vraiment énorme. Vous montez à quasiment 10% avec le réinvestissement. Et si maintenant justement, eh bien LVMH en fait, on délivre beaucoup plus. Si justement maintenant, eh bien on délivre, allez, 12% de taux de croissance par an, eh bien 72 divisé par 12, il va vous falloir que 6 ans, d'accord, pour que là, actuellement, d'accord, votre rendement soit doublé. Et donc, c'est pour ça que si jamais vous avez des entreprises avec une grosse croissance, avec une énorme croissance, par exemple une croissance, encore une fois, allez, de 15%, ça va vous mettre que 5 ans à que votre rendement double. Donc, en fait, c'est pas un problème, entre guillemets, d'acheter une entreprise avec une grosse croissance, avec un rendement actuel de seulement 3%, puisque dans 5 ans, vous aurez un rendement de 6%, parce que le price to cash flow aura doublé, parce que l'entreprise aura généré 2 fois plus d'argent. Et inversement, si vous avez vraiment, eh bien voilà, une croissance par an de seulement 6%, ben là, ça met 12 ans. Donc 12 ans, voilà, vous avez intérêt à acheter votre entreprise à un très bon prix dès le départ. Le prix d'acquisition sur les entreprises qui ont une faible croissance est super important. Ça doit être vraiment votre critère numéro 1, c'est le prix d'acquisition. Okay, et donc voilà, sur LVMH, du 9%, je pense qu'on peut les faire. Vous l'avez vu, dans 8 ans, vous êtes extrêmement bien, même au prix actuel. Okay, voilà, pour conclure là-dessus. Alors non, justement, je me remets ici, que là, concrètement, moi, dans mon portefeuille, comment je m'y retrouve avec du LVMH. Donc j'ai en ce moment, je vous l'ai dit, 5%.
20%. J'ai renforcé justement là sur les 500, sur les 572, c'était le 11 là, donc il y a un peu plus d'une semaine. Alors là concrètement, je vais doubler ma position. Si LVMH la baisse, je vais me la jouer un petit peu trader, analyse technique. Voilà, donc je vais doubler ma position sur les 530, ok. Et ensuite, en fait, ça va se faire vraiment en fonction des quarters. Je vais voir si jamais finalement je renforce sur les 550 ou alors si j'attends finalement directement voilà, les 410 à peu près pour de nouveau redoubler ma position et avoir donc 20% sur LVMH, ok. Et après effectivement, si ça rebaisse, je verrai ce que je mettrai en place. On n'en est pas là, hein. Là, il faudrait vraiment, on l'a vu ensemble, que voilà, qu'il y ait 2-3 prochains quarters qui soient vraiment négatifs sur la Chine. Là, c'est vraiment pas ce qu'anticipe LVMH, mais c'est justement pour ça que si jamais ça arrive, personne s'y attendra. Et là, dans ce cas-là, voilà, on pourrait chercher ces niveaux-là. Mais sinon, franchement, pour tout vous dire, je ne pense pas qu'LVMH va baisser sur les 400. Ce que j'en attends, c'est vraiment du 530. Selon moi, là, on a pas mal de chances d'aller les chercher avec encore une fois le prochain quarter, voilà, qui serait à peu près neutre avec une petite croissance en effet de change, ce genre de choses. Dans ces cas-là, oui, effectivement, on pourrait baisser voilà, sur les 530. Je vais doubler ma position à ce niveau-là. Mais après, pour vraiment ça, pour qu'on redécroche. Là, il faudrait vraiment, vous savez, voilà, Google, mais encore une fois, c'était la fin du monde avec l'IA. Là, il faudrait vraiment qu'on ait un élément déclencheur sur LVMH, que ça soit donc soit ou bien donc vraiment les ventes qui s'effondrent, vraiment la demande ne repart pas, ou alors la Chine qui met par exemple des taxes sur non pas les cognacs, mais qui met également des taxes sur du Louis Vuitton, sur du Loro Piana, etc. Donc là, effectivement, on pourrait décrocher, mais sans ça, en fait, sans vraiment un élément déclencheur comme ça, voilà, il y a peu de chances quand même qu'on s'effondre. Mais c'est une possibilité, ça peut arriver. Il faut vraiment en avoir conscience. Il faudra être prêt le jour où LVMH voilà, nous publie un truc qui nous surprend. Il faudra être prêt à renforcer. Et surtout, il faudra bien connaître le business pour justement ne pas paniquer. Donc voilà, je me suis mis directement sur Pernod Ricard. Alors pour vous faire une vue d'ensemble, c'est vrai que sur Pernod Ricard, moi j'ai un problème, les amis. Je suis rentré encore une fois trop tôt dessus. J'ai commencé à rentrer sur les 150, sur les 130 et ensuite j'ai renforcé légèrement sur les 123. Et là, j'ai renforcé sur les 109, ce qui fait que j'ai quasiment toute en fait la position que je voulais avoir au total sur Pernod Ricard, je l'ai déjà actuellement dans le marché. Donc je me retrouve dans une situation où vu ce quarter en particulier que je vais vous présenter et que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, eh bien, c'est vrai qu'il présage à la fois, il est à la fois optimiste et à la fois pessimiste. Donc je vais vous montrer ça ensemble parce qu'en fait, la guidance que Pernod Ricard nous annonce, elle est très très bonne. C'est-à-dire que selon ce rapport-là, on a touché le fond sur Pernod Ricard. Mais d'un autre côté, selon le Q4 2024, donc le quarter précédent, il nous avait dit finalement que la croissance allait revenir. Et là, on a le Q1 qui est catastrophique. Donc c'est pour ça que là-dessus, c'est un petit peu, c'est pas forcément évident. Comme je vous ai dit, donc là, j'ai déjà la position globale que j'ai envie d'avoir sur Pernod Ricard, c'est-à-dire que si ça baisse, j'ai pas tellement envie de renforcer maximum sur Pernod Ricard compte tenu de la position que j'ai déjà sur Realty Income pour la partie dividende. Et bien voilà, j'ai pas envie d'avoir plus de 7, maximum 7,5% je pense sur Pernod Ricard, donc ce qui me laisse très peu de marge de manœuvre si le cours continue à baisser pour renforcer, d'accord. On va voir ensemble, il y a quand même très peu de chances finalement sur Pernod Ricard, je pense qu'on continue à baisser, enfin selon si je m'en réfère au management, après vous voyez que je me réfère sur quoi d'autre, à part finalement Alexandre Ricard, le CEO, l'héritier du groupe qui est dans tous les conférences calls. Bon, très rapidement, en fait, ce qu'il faut savoir sur Pernod Ricard, déjà, ce qui est encourageant, c'est que c'est une boîte, en fait, qui là a eu son bénéfice net qui s'est effondré, non pas parce qu'elle a perdu des parts de marché, d'accord, mais parce que les marges se sont rétractées. Okay. Je vais directement vous montrer effectivement dans le compte de résultats et dans le tableau des flux de trésorerie, puisque là en fait ça vient de deux endroits. Là en fait c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que Pernod Ricard actuellement c'est leur gestion à court terme de leur trésorerie qui fait qu'effectivement le bénéfice net s'est effondré. Ok, c'est pas un problème de demande. Ok, enfin sur là actuellement en ce moment du moins. Donc on a effectivement regardé le revenu qui a baissé de seulement 4,44%. Donc voilà, enfin, je vous mets ça parce que si je me mets sur Rémi Cointreau, Rémi Cointreau a eu son chiffre d'affaires qui a baissé de 23%. Les ventes ont baissé de 23%. Donc vraiment, sur Rémi Cointreau, on a effectivement perdu des parts de marché. Sur Pernod Ricard, c'est pas le cas. D'accord, sur Pernod Ricard, on a juste eu, en plus avec un effet de change. Et alors justement, regardez, si on va sur les non-operating income, on a ce qu'on appelle un impairment. Donc en fait, c'est une dépréciation d'actifs. Globalement, ils ont réduit la valeur d'un actif long terme qu'ils ont au bilan. Donc ça les a impactés de moins 651 millions sur la période. Donc effectivement, le bénéfice net, il en prend un énorme coup. En plus de ça, ils ont eu c'est pas tellement une mauvaise gestion des stocks parce qu'effectivement, c'est cyclique et on ne peut pas prévoir le futur. Mais quoi qu'il en soit, ils ont eu trop de stocks, pas assez de demandes, les stocks ont augmenté. Ça s'est impacté à court terme sur la trésorerie de Pernod Ricard dans le besoin de fonds de roulement. Et on a
a effectivement un working capital de moins 800 millions. Alors j'ai essayé de vous ouvrir ici, mais j'arrive pas à voir, donc faut que je reste cliqué, enfin j'arrive pas à mettre en plus grand, mais voilà, quoi qu'il en soit, ça c'est ce qu'on appelle donc les accounts receivable, donc c'est en français c'est les créances clients, donc c'est Pernod Ricard finalement, enfin c'est des clients qui doivent de l'argent à Pernod Ricard. Donc là typiquement, Pernod Ricard a encaissé 200 millions voilà, à des clients qui leur devaient de l'argent, donc au bilan actif court terme, on a ce qu'on appelle les créances clients qui ont diminué là, de 200 millions. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'on appelle les accounts payable. Donc là, c'est les dettes fournisseurs, c'est l'inverse des créances clients. C'est Pernod Ricard, d'accord, qui doit de l'argent à des fournisseurs, d'accord. Il y a des fournisseurs qui ont donné des matériaux à Pernod Ricard et Pernod Ricard, lui, il va payer ses fournisseurs dans le futur. Donc là, ça veut dire qu'il a décaissé 524 millions qu'il devait à des fournisseurs. Donc ça veut dire que, au passif court terme, liabilities, on a cette fois-ci là les accounts payable qui ont diminué de ce montant-là. Regardez. Donc là, on a effectivement les passifs qui ont diminué ici, account payable, oui voilà, ouais, comme vous voyez, on est passé de 3,46 à 2,93, ok. Et nous, également, ce qui nous intéresse, c'est l'inventaire. Là, on a l'inventaire qui a diminué de 503 millions. Ça veut dire qu'en fait, Pernod Ricard, il a d'une part payé des fournisseurs, parce qu'il devait de l'argent, il a encaissé des clients, parce qu'on lui devait de l'argent, mais de seulement 200 millions. Donc là, déjà, il y a un trou de 300 millions. Et en plus de ça, Pernod Ricard, le stock au bilan a augmenté. D'accord. Parce qu'il faut savoir que, en fait, c'est très très simple. Hein, cette histoire de stock, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Mais en fait, il faut vraiment que vous. Faut que vous imaginez que quand vous avez un stock par exemple à 10 milliards là au bilan, un actif court terme, il quand même marqué un inventaire, ça veut dire que votre entreprise elle a une valeur de stock là, de marchandises de 10 milliards au bilan. Qu'est-ce qui se passe si vous revenez l'année prochaine et que ce stock il est passé de 10 milliards à 8 milliards? En fait, si le stock est correctement évalué, ce qui est le cas, ça veut dire que votre entreprise elle a vendu pour 2 milliards. Parce que le stock a diminué de 2 milliards, donc elle a vendu pour 2 milliards. Donc là, dans ces cas-là, vous avez votre BFR qui augmente sur la période de 2 milliards. Et qu'est-ce qui se passe si, inversement, vous revenez dans un an et le stock passe de 10 milliards à 12 milliards? Dans ce cas-là, ça veut dire que votre entreprise, finalement, il y a 2 milliards de plus au bilan. Donc là, il n'y a que deux cas de figure. C'est ou bien, votre entreprise a utilisé du cash pour finalement acheter ses marchandises et les a mis au bilan, ça a augmenté les stocks, ou alors votre entreprise a utilisé finalement donc de la dette fournisseur. Donc c'est endetté auprès de fournisseurs, donc c'est endetté par exemple de 2 milliards auprès ou plutôt de 1 milliard en dette fournisseur et a pris 1 milliard de son cash pour acheter au global donc 2 milliards de stock, donc qui se retrouvent au bilan. Alors je vais quand même faire une parenthèse là-dessus parce que c'est super important que vous compreniez vraiment la gestion de trésorerie de votre entreprise sur du court terme. Cette histoire de besoin de fonds de roulement en compta, c'est vraiment la base. Et sur les entreprises cotées en bourse, il y a pas mal d'entreprises cotées en bourse qui ont vraiment des besoins de fonds de roulement d'une année sur l'autre qui varient énormément et donc qui vraiment impactent sur du court terme votre tableau de trésorerie et plus particulièrement votre free cash flow. Alors là vraiment je vais vous faire ça en 2 minutes. Je vais vous montrer là, vraiment en fait la logique derrière ça, elle est vraiment super simple, vous allez vraiment comprendre ça super rapidement. Imaginez, vous avez une entreprise qui vend un produit à 1000 euros. Cette entreprise-là, elle a des marges nettes de 50%. C'est-à-dire que ce produit, finalement, en net, il lui coûte 500 euros. Qu'est-ce qui se passe si ce produit-là, l'entreprise, elle le vend, mais à un client qui lui paye en 10 fois? L'entreprise, ici, vous voyez le chiffre d'affaires, elle va enregistrer plus 1000 euros. Elle a effectivement fait une vente à 1000 euros. Mais est-ce qu'elle a encaissé 1000 euros? Non, pas du tout. Elle a encaissé que 100 euros puisque le client va lui payer en 10 fois. Donc qu'est-ce qui se passe? L'entreprise encaisse finalement, l'entreprise a son chiffre d'affaires qui augmente de 1000 euros, mais elle a encaissé que 100 euros. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, actifs court terme, ce qu'on appelle les créances clients, account receivable, vont avoir augmenté de combien? De 900, puisque l'entreprise, le client a payé 100, il lui reste encore 900 à payer. Et surtout, votre entreprise, elle va devoir envoyer le produit au client. Elle a des marges de 50%. Donc le produit va lui coûter 500 euros. Donc votre entreprise, sur le court terme, en ce moment, sur le court terme, elle fait une vente, elle encaisse 100 euros et elle doit envoyer 500 euros. Elle doit décaisser 500 euros pour envoyer le produit, pour acheter le produit et l'envoyer. Donc, ce qui veut dire que votre entreprise, sur du court terme, elle est en perte de 400 euros. Elle est en perte de 400 euros. Donc, comment ça se répercute? Effectivement, dans ce cas-là, votre entreprise, il faut ou bien qu'elle utilise du cash, ou alors, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va faire une dette fournisseur. Elle va acheter le produit
à crédit à un fournisseur. Et donc dans ce cas-là, en fait, elle va annuler ce besoin de fondement puisque les créances clients vont augmenter, mais comme ça, ce qui va donc réduire le tableau des flux de trésorerie, ça va réduire le cash à court terme de votre entreprise, de l'augmentation de la créance client, puisque rappelez-vous, si donc on vend un produit à 1000 euros, il y a plus 1000 de chiffre d'affaires, donc dans le bout du bout, ça se répercute par un bénéfice net de plus 1000, sauf que l'entreprise, elle a reçu que 100 euros. Donc il faut absolument que quelque part, on dise finalement à l'actionnaire que l'entreprise, elle marque que non, en fait, non, elle a encaissé 1000 euros, mais elle a reçu que 100 euros. C'est pour ça que donc si les créances clients sont de 900, on va venir diminuer d'autant, donc moins 900 de le tableau des flux de trésorerie, pour qu'effectivement, le bénéfice net dans le tableau des flux de trésorerie soit diminué de 900, et donc voilà qu'on ait effectivement le cash, donc uniquement les 100 que l'entreprise a reçu de son client. Ok, ça c'est la première chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait si jamais l'entreprise, justement, elle n'a pas envie de décaisser du cash sur le court terme, elle va, comme je vous l'ai dit, voilà, faire une dette fournisseur. Et donc là, si l'entreprise fait une dette fournisseur de 500 par exemple pour acheter le produit à crédit et le livrer au client, je vais plutôt mettre 400, que ça sera plus simple pour vous. Donc voilà, l'entreprise s'endette de 400 auprès du fournisseur. Pourquoi je mets 400? Puisqu'en fait, si l'entreprise elle a déjà encaissé 100 de cash et qu'elle doit acheter un produit à 500, elle a déjà 100 de cash. Donc en fait, elle va devoir uniquement s'endetter auprès du fournisseur de 400. Donc là, ça va avoir simplement comme conséquence que dans le besoin de fonds de roulement, cette fois-ci, ce qu'on appelle le change in account payable, donc les dettes fournisseurs vont augmenter de 400. Et si vous faites donc 900, donc le change in account receivable, donc dans ce cas dans le BFR, enfin dans la case account receivable, il y aura donc du moins 900, parce qu'il y a 900 euros donc de créance client, et il y aura du plus 400, puisque il y a plus 400 de dettes fournisseurs. Et donc si je prends la machine à calculer, ça vous donne ici un bénéfice net qui serait de plus 1. On va dire que l'entreprise elle a fait seulement une seule vente à 1000, et on va dire également que l'entreprise, en fait c'est un truc de dropshipping, donc l'entreprise elle a pas de COGS, en fait c'est juste le coût, c'est d'acheter le produit et de l'envoyer au client. Positif de plus 1000, vous avez un négatif de moins 900 parce que le client vous a envoyé effectivement que 100, et vous avez un positif de plus 400, donc vous avez sur le court terme un positif de 500, d'accord? Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer si vous revenez dans 4 mois et que au fournisseur vous êtes donc endetté comme ça, enfin vous lui remboursez 100 euros par mois? Et bien dans 4 mois, qu'est-ce qui va se passer? Chaque mois, vous aurez d'une part, vous, un décaissement de donc 100 euros qui va partir au fournisseur. Donc vous, chaque mois, votre dette fournisseur elle va être réduite de 100 euros. Donc c'est-à-dire que dans ici, les account payable, ça va tout simplement être un négatif. Cette fois-ci, pas un positif, pas un négatif, parce que vous remboursez le fournisseur, vous décaissez de l'argent pour envoyer au fournisseur, et par contre, vous avez chaque mois le client qui vous donne 100 euros. Donc sur les 4 prochains mois, et en fait, vous avez du plus en créance client et du moins en dette fournisseur, donc ça s'équilibre parfaitement. Et au bout du 4e mois, il vous reste combien? Il vous reste les 900 de créance client, moins 4, ça fait du 500. Et donc effectivement, ensuite, pendant les 5 prochains mois, chaque mois, vous allez recevoir 100 euros donc d'account, receivable. Et donc effectivement, dans 9 mois, vous aurez remboursé, dans 4 mois, vous aurez remboursé le fournisseur, et les 5 prochains mois, pour aller jusqu'à 9, vous empochez comme ça vos 500, et in fine, donc voilà, dans 9 mois au global, vous avez effectivement du plus 500. C'est votre marge nette. Vous avez gagné 500 euros sur le produit, ok? Mais en fait, c'est vraiment, donc le besoin de fonds de roulement a été créé, en comptabilité, c'est juste pour, sur du court terme, en fait, ça vous dit, est-ce que votre entreprise, elle, finalement, est-ce qu'elle a compensé comme ça le trou par ou bien une dette fournisseur, par ou bien elle a utilisé du cash. Bon, je m'arrête là-dessus, sinon ça va mettre beaucoup trop de temps. Traitera à la limite ce genre de sujet durant des lives. Je pourrais vous expliquer beaucoup plus en profondeur, mais ce que je veux vraiment vous dire, voilà, je ne m'éparpille pas, c'est que sur Pernod Ricard actuellement, c'est pas un problème de part de marché, etc. C'est juste un problème là de besoin de fonds de roulement, donc de trésorerie, de gestion de la trésorerie, des stocks, de l'inflation, des impairments sur du court terme, ok? Et alors justement, ça, c'est jusqu'au Q4 2024, puisque le Q1, voilà, je me suis mis sur le Q1 2025, donc le dernier quarter. Pour la première fois, on a là cette fois-ci les ventes qui ont baissé de 5,9%. Donc là, cette fois-ci, Pernod Ricard a perdu des parts de marché. Alors comment ça s'est répercuté? Donc alors en fait, on a effectivement en fait, on a vraiment un impact important, notamment sur le pesos argentin, la lire turque, excusez-moi, qui se sont effondrés. Et globalement, au niveau des régions, on a l'Amérique moins 5%, USA donc moins 10%.
Ils ont également Canada, par contre, énorme croissance. Ils ont Brésil, strong, voilà, grosse croissance. Mexique, déclin. L'Asie, on a du moins 8%. Donc là, on a l'Inde, plus 2%. Toujours une bonne croissance en Inde, c'est le cas depuis 5 ans. La Chine, moins 26%. La Chine, ce quarter, ils ne l'avaient pas anticipé. Ils avaient dit qu'ils étaient plutôt optimistes pour le Q1. On a là la plus grosse baisse qu'on a eue en Chine. Il y a de la croissance. En Europe, moins 3%. Mais si on exclut la Russie, on a plus 1%. Mais bon, là encore, vous savez, c'est un peu comme Téléperformance qui vous dit oui, si on exclut les contrats Covid, on gagne toujours de l'argent. Enfin, on a encore mieux, oui, mais non. Enfin, voilà, on va pas exclure la Russie, c'est du cash en moins. That's it. Donc, effectivement, on a du moins 3%. Global Retail, là, on est bien à plus 3%. Et sinon, au niveau, justement, vous voyez, de leur anticipation, concrètement, ils réaffirment finalement, leur croissance organique des ventes nettes de plus 4 à plus 7%. Et pour 2025, ils anticipent finalement une croissance voilà, nette, un retour de croissance nette, là voilà, et également un recovery, donc un retour à la normale au niveau des volumes de, comme ils l'ont dit ici, entre 4 et 7%. Et là où on voit que Pernod Ricard est super bien diversifié, c'est que malgré du moins 10% aux US et du moins 26% en Chine, ils ont seulement, entre guillemets, du moins 5,9%, parce que, comme ils l'ont mis noir sur blanc dans le conference call, ils ont achevé, augmenté leur part de marché dans 70% de leur marché. En fait, dans 70% de là où Pernod Ricard est implanté, ils ont augmenté leur part de marché. C'est seulement aux États-Unis et en Chine où là, ça représente une part importante de leur vente qui s'est effondrée, d'accord. Mais là encore, ils vous l'ont dit, c'est cyclique, ça va repartir. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est comme sur LVMH, scénario optimiste, neutre et pessimiste. Mais alors là, sur Pernod Ricard, en fait, comme on est un peu plus mature que sur LVMH, le scénario optimiste, ça va pas être du 12%, ça va être, on va dire, du 7% de croissance. Le scénario neutre, ça va être du 5% de croissance. Et le scénario pessimiste, ça va être du moins 5% de croissance sur les 2-3 prochains quarters. Avec, voilà, en fait, ils se sont totalement plantés. La Chine ne redémarre pas. Ce genre de choses. Donc, le scénario, finalement, on va commencer par le scénario optimiste. Ok, ça nous donnerait, premièrement, également dans le scénario optimiste, évidemment, eh bien, on émet l'hypothèse que le problème en fait à court terme de trésorerie va être résolu et qu'effectivement, eh bien, les marges vont de nouveau augmenter, on va dire, sur les 17%. Donc 17% si on prend 11,5, vous voyez, 11,5 fois 17% de marge, hein, ça fait donc un bénéfice net, allez, j'arrondis à 2 milliards, ok. Donc le scénario optimiste, bénéfice net de 2 milliards, croissance de 7% par an. Donc on va d'abord mettre le PE, ça ferait un PE, finalement voilà, je me remets ici, donc effectivement, on a une market cap de 27, donc si je fais 27 divisé par le nouveau bénéfice net qui sera de, voilà, 1 milliard 950 millions dans à peu près un an, si on l'a vu ensemble, il règle les problèmes de marge et voilà, de trésorerie, on peut à peu près revenir là-dessus assez rapidement. Donc ça fait potentiellement ce qu'on appelle un forward P pour, on va dire, 2025-2026 de 13,8 sur le prix actuel. Donc ça vous ferait une rentabilité, et bien tout simplement de 1,95 le bénéfice net divisé par le prix actuel de 27 milliards, donc 7,22%. Si on a un payout ratio de 60%, ça fait à peu près un rendement de 4-5%. C'est vraiment énorme et un rendement safe. C'est-à-dire que Pernod Ricard, effectivement, il crée 2 milliards sur la période, ils vous en redistribuent 1,2 milliard en dividendes, à peu près 60%, et le reste, donc les 800 millions restants, eh bien, il peut s'en servir pour rembourser la dette. Ok, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, toujours dans le scénario optimiste, c'est que non seulement Pernod Ricard, le bénéfice net, il réaugmente sur les 2 milliards, mais en plus de ça, une croissance de 7%. Donc alors là, règle des 72 divisé par 7, là, tout simplement, ça va me donner 10,28 ans. Ça veut dire que Pernod Ricard, si on a donc le bénéfice net qui augmente à 2 milliards et que ce bénéfice net-là, une fois qu'il est à 2 milliards, il augmente comme ça à 7% par an, dans 10,28 ans, le bénéfice net aura doublé. Donc le bénéfice net sera de 4 milliards. 27, le prix actuel divisé par 4, c'est-à-dire que vous aurez un forward P pour 2035 de 6,75, c'est énorme. Et en termes de, de rendement sur votre prix d'acquisition, eh bien, vous aurez tout simplement 4 divisé par 27, vous aurez 14,8%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que effectivement, dans ces scénarios-là, eh bien, ça voudrait dire que là, en ce moment, vous achetez l'entreprise Pernod Ricard donc à 27 milliards et que vous avez raison, scénario optimiste, cette entreprise-là, eh bien, son bénéfice net va passer dans 10 ans
à 4 milliards. Et donc si vous l'avez acheté vous aujourd'hui eh bien, à 27 milliards, vous en avez effectivement un rendement par an dans 10 ans de 14,8%. Chaque année, l'entreprise va générer comme ça 14,8% du prix que vous avez payé 10 ans en arrière, à savoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si cette entreprise, eh bien, elle décide comme ça, voilà, d'allouer 60% de son bénéfice, de son free cash flow aux actionnaires? Eh bien, vous avez 60% de 15% de rendement. Vous avez, voilà, effectivement, allez, j'arrondis 8%. Ok, vous avez 8% de dividendes par an, sans parler de réinvestissement. Bon, ça, on est d'accord, c'est le scénario optimiste, ok? Et juste avant de passer au scénario neutre, si jamais Pernod Ricard, donc voilà, dans 10 ans, nous fait 4 milliards de bénéfices nets et qui se négocie à 20 fois les bénéfices, 20 fois 4, ça fait 80. Donc ça veut dire que Pernod Ricard se négociera à 80 milliards de capitalisation boursière. Donc là, je fais ici, là, le prix il est de 27. Donc pour aller sur les 80, eh bien, ça fait une hausse de 200%. Donc dans ce scénario, vous avez non seulement 200% de plus-value, donc vraiment en gain en capital sur votre position, et deuxièmement, vous avez surtout un rendement sur votre prix d'acquisition, ce qu'on appelle un yield on cost. On l'a vu ensemble à peu près de 8%. Mais c'est incroyable. Alors justement, je vous fais une parenthèse, on va s'attaquer à l'actionnariat de Pernod Ricard, puisque c'est vraiment excellent et c'est un point qui est très négligé. Peu de personnes en parlent, mais selon moi, Pernod Ricard, c'est vraiment un exemple d'entreprise où les dirigeants ou les employés sont skin in the game, et c'est vraiment ce que l'on recherche. Alors là, je me suis mis sur mon compte Interactive Broker parce que je trouve que leur interface chez eBay sur tout ce qui va être actionnariat, etc., est très intuitif. Alors je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais juste voilà, pour la vue d'ensemble, pourquoi je vous dis que c'est exceptionnel, c'est parce que on a chez Pernod Ricard en fait 52% d'institutions et on a 24% de ce qu'ils appellent entités stratégiques, donc c'est des initiés. C'est exceptionnel. Alors concrètement, comment ça se matérialise? On a donc la famille Ricard qui possède 15% de l'entreprise. On a donc, alors ça c'est un homme d'affaires, canadien, donc bon, moi je trouve que c'est très bien. Et ensuite on a effectivement les employés de chez Pernod Ricard qui possèdent quasiment 500 millions au global. Alors c'est énorme, hein. Il n'y a pas non plus des millions d'employés chez Pernod Ricard, donc c'est à dire qu'il y a pas mal d'employés qui ont quand même des grosses positions dans leur entreprise dans laquelle ils travaillent, donc évidemment ça les pousse finalement à mieux travailler. Ils sont encore une fois voilà, skin in the game, ils ont vraiment de l'argent en jeu. Ça c'était en mars 2022. Ils avaient lancé la deuxième édition justement de leur plan de participation pour les employés. Et il y a 80% des employés du groupe voilà, qui sont alignés, qui sont associés avec la croissance de Pernod Ricard. Donc c'est vraiment super, super positif. Et on a effectivement, là comme vous pouvez le voir, Alexandre Ricard. Donc ça c'est le PDG et le CEO actuel et l'un des héritiers de Pernod Ricard. C'est celui qui dirige, excusez-moi, l'entreprise Pernod Ricard depuis 2015. Donc il possède 29 millions. Mais alors c'est encore plus, puisque si jamais on va un petit peu dans les détails assez rapidement, donc on a effectivement... Donc alors premièrement, comme vous pouvez le voir ici, on a mine de rien le 12 novembre, donc il y a à peu près une semaine, enfin il y a excusez-moi 10 jours, on a la société Paul Ricard qui a acheté pour 3 millions et pour 2 millions, d'accord? Effectivement, quand je mets le détail, voilà, donc ça c'est les trucs officiels quoi. Le 14 novembre, vous voyez le 14 novembre. Non, là, on est le 23 novembre quand je tourne la vidéo. Vous voyez un peu tous les achats avec les volumes, etc. Les mecs qui bourrinent là sur les 111. Et surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que l'énorme, le gros du gros, regardez. Donc ici, ils ont mis une énorme position, donc de 260 millions. Et à combien ils ont acheté ça? Ils ont acheté ça à 209 euros par action. C'était sur les plus hauts historiques en 2021. Effectivement, voilà, si encore une fois, là, je vous mets le détail. En fait, ils ont vraiment un prix unitaire de 209 euros. Donc tout simplement, voilà, c'était le 10 novembre 2021, c'était sur les plus hauts historiques. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que vous voyez, si je vais dans les comptes de Pernod Ricard, en fait, on a effectivement à ce même moment donc le management, ceux qui dirigent l'entreprise, qui ont effectivement fait des rachats d'actions à ces niveaux-là sur les plus hauts. Donc ce que je veux vous dire, c'est que oui, il n'y a pas de doute, ils se sont totalement plantés. C'est-à-dire que effectivement, ils ont acheté des actions sur les plus hauts historiques. S'ils avaient attendu un an, ils auraient pu racheter 2 fois plus d'actions, que ça soit en perso ou que ça soit avec leur entreprise Pernod Ricard, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que ils n'ont pas fait, ils ont pas comme ça fait des rachats d'actions et finalement avec zéro argent en jeu. C'est-à-dire que eux, même leur argent en perso, ils ont également fait des rachats d'actions sur ces niveaux-là. Donc je pense qu'en fait, ils ont tout simplement pas du tout anticipé que la Chine allait vraiment ralentir à ce niveau-là, etc. Et voilà, selon eux, Pernod Ricard, effectivement, ils se sont dit, ok.
De toute façon, nous, on est là pour plusieurs générations, qu'on achète maintenant ou finalement dans X années, ça sera correct. Donc voilà, ils ont directement mis leur argent sur les plots. Mais voilà, je voulais vraiment vous dire ça, qu'ils ont vraiment acheté à la fois que la société et à la fois en perso. Et pareil, quand je zoome un petit peu sur la société, là, le Dolos. Invest, donc qui a acheté là, les 250 millions dans Pernod Ricard. Et voilà, ici je zoome, on a effectivement, vous voyez, du Alexandre Ricard qui a une participation dans L'Oréal et également donc, dans le Delos Invest et dans Pernod Ricard. Donc si je clique sur Alexandre Ricard, voilà, je l'avais ici, on a effectivement Alexandre Ricard qui est dans 8 entreprises, donc L'Oréal, Martell & Co. Donc là, ça c'est une société donc dans le cognac, c'est l'un des premiers producteurs de cognac au monde. Enfin en termes de, enfin je veux dire, ils ont commencé, je crois, enfin c'est l'un des, je parle en termes d'années, c'est-à-dire ils sont en exploitation depuis je crois 1700 et quelques. Et donc ce que je veux dire, c'est que voilà, donc ce groupe, enfin Martel appartient à 100% à Pernod Ricard, ok. Donc également Pernod Ricard, société voilà Paul Ricard et également voilà le Delos Invest 2. Donc ce que je veux dire, c'est que Paul Ricard, il est vraiment, mais enfin voilà, il est à 2000% dans Pernod Ricard, ok. Là, je suis sur sa page Wikipédia et ça me fait vraiment penser aux fils, oui, aux héritiers de Bernard Arnault, qui ont tous aussi des écoles de commerce. Enfin, ils sont tous diplômés des écoles les plus prestigieuses du monde. Excusez-moi, Alexandre Ricard, voilà, la Wharton School, c'est l'une des top 1 écoles de commerce au monde. Donc c'est vraiment, ils ont tous des parcours quand même exceptionnels. Il a commencé par exemple, voilà, à travailler pour Accenture. Ensuite, il a fait du M&A chez Morgan Stanley à Londres, quand même pendant un peu plus de 2 ans. Et ensuite, il a pris, je crois qu'il a commencé, voilà, c'est ça. Il a commencé donc président directeur général de Pernod Ricard Asie Duty Free sur la filiale basée à Hong Kong. Il était chargé de développer à l'époque la stratégie de montée en gamme au sein de cette région, alors la plus dynamique du groupe. Et donc ça, c'était en 2006. Ensuite, 2008, il retourne à Dublin comme directeur, enfin comme président, excusez-moi, directeur général d'Irish Distiller. Donc ça, c'est une marque de Pernod Ricard. Voilà. Et enfin, en 2015, c'était où En 2015, enfin en 2012, il devient vraiment directeur général délégué de Pernod Ricard. Voilà, c'est ça, en 2015. Là, il est directeur général du groupe. Donc ça fait vraiment depuis 2006 qu'il est quand même pas mal exposé dans Pernod Ricard et depuis 2015 qui prend toutes les plus grosses décisions, bref, qu'il a le poste le plus élevé. Le bénéfice net est passé de 2015 à 800 millions à 2 milliards, de 2,2 milliards, donc une augmentation de plus de 100%. Les marges, il les a fait passer pareil de 10 depuis qu'il a été nommé CEO, de 10 à 18. Bon là effectivement cette année on a effectivement un effondrement des deux côtés, mais on l'a vu ensemble en début de vidéo, je pense que ça va repartir, ok. Et sinon de manière plus générale, si je pourrais me mettre sur à la limite, ouais, voilà, sur gros focus, vous voyez, sur la partie DCF, pareil, reverse DCF, le prix actuel là sur les 106 euros, d'accord, eh bien il prend en compte une croissance future de 4,94%. Ça veut dire que voilà, vraiment, si vous achetez Pernod Ricard au prix actuel, d'accord, eh bien il vous faut seulement une croissance de 4,94% par an sur les 10 prochaines années pour que vous ayez finalement 9% de croissance par an avec en plus le dividende. Donc pour moi, pour toutes ces raisons-là, je suis assez optimiste, mais encore une fois, il faut vraiment que je me répète là-dessus. Pernod Ricard, c'est vraiment quelque chose de très mature, c'est quelque chose qui va pas beaucoup bouger, c'est quelque chose qui va pas exploser en termes de rendement. On l'a vu ensemble, 7%, c'est du maximum. 5% d'ailleurs, voilà, ça c'est le scénario neutre. Selon moi, c'est du 5%, et c'est pour ça que le scénario neutre à 5% de taux de croissance, eh bien, ça vous donne quand même du 9% par an avec le dividende. Donc c'est très bien, mais c'est clair que, comment dire, vous aurez des bien meilleurs résultats, excusez-moi, à vous mettre sur une boîte vraiment de croissance. Mais la boîte de croissance, elle ne va pas vous verser de dividendes. Donc c'est pour ça que si jamais vous voulez des dividendes dès maintenant, si jamais, voilà, encore une fois, vous avez vendu un peu d'IMO, que vous avez du cash, et que vous voulez immobiliser une partie de votre argent pour avoir vraiment du rendement, pour avoir des dividendes pour en vivre, des boîtes comme Pernod Ricard, c'est excellent, ok. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal sur cette vidéo. Je vais la finir là avec la news qui est tombée à l'instant sur LVMH, enfin sur la stratégie d'LVMH pour contourner les taxations, les droits de douane sur leur cognac, qui part de France et qui arrive en Chine. Et juste avant, c'est vrai que là je viens d'y penser. Je vous avais dit oui, je vais vous faire une vidéo top 5 PEA. En fait, c'est vrai que pendant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de vous parler tout simplement d'entreprises que je n'ai pas en portefeuille, donc forcément sur lesquelles j'ai pas des énormes convictions. Mais là, voilà, j'étais sur Thermador. Typiquement, c'est une très bonne boîte. J'aime bien leur business model. En ce moment, justement, ils se font arracher totalement sur leur exposition. Ils ont vraiment une exposition qui est beaucoup trop importante sur le marché français, notamment sur le marché des constructions françaises. Donc là, ils se font vraiment arracher. Mais ce genre de choses, je pense que c'est temporaire. Mais voilà, j'ai pas une assez grosse conviction pour rentrer dedans, etc.
Pareil, j'aurais pu vous parler d'ASML. Alors, je vais vous en parler. Hein, faut absolument que je fasse une synthèse de nous, la grosse analyse qu'on avait fait il y a combien de temps. Ouais, ça fait déjà un mois. Donc ça, on avait fait un énorme live avec tous les membres, Bon, voilà, c'était un truc de 2 heures, donc il faudrait vraiment que je fasse une synthèse de ça. Donc voilà, je vous ferai ça. Alors, il y a également Crocs, hein, je vous en avais parlé, voilà, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est quand même, enfin, les calls, c'est quand même, enfin, les options, c'est un autre game, quoi. C'est quand même incroyable. Donc ça, pour ceux qui avaient suivi ma dernière vidéo YouTube, effectivement, je vous avais dit que j'avais acheté donc un call sur Crocs. Et donc, en fait, depuis, enfin, excusez-moi, hier, Crocs a explosé de 6%. Et là, mon call a pris 20%. Alors, concrètement, pour ceux qui maîtrisent pas les options, là, ce que je vous présente, enfin, juste là, en fait, cette position-là, ça me permet d'avoir un levier de 3,5. Ça me permet d'avoir une exposition de quasiment 10 000 $ dans le marché sur Crocs avec une mise initiale de seulement 2850 $ et avec surtout pas de problème de marge. C'est-à-dire que si demain, en fait, le scénario 1, quand Crocs explose à la hausse, dans ces cas-là, c'est comme si j'avais quasiment 10 000 $ dans le marché. Et là, on le voit bien avec mon call qui a explosé, qui a pris 600 $. Et le scénario B, c'est Crocs s'effondre s'effondre totalement de 80%. Je perds uniquement ma prime de 2885 et j'ai une échéance de quasiment 700 jours. Donc j'ai 700 jours, c'est-à-dire que si jamais là, dans les 200 premiers jours, Crocs s'effondre complètement, et bien ma prime va passer de zéro. Je vais être en perte donc de 2800, de 2800 $. Et si jamais par contre Crocs remonte donc finalement dans un an, je suis encore dans le marché. C'est-à-dire que je suis encore dans le marché et donc je me fais encore de l'argent quand ça remonte. Donc c'est vraiment en fait c'est juste incroyable. Là il y avait Rémi également qui avait posté sa position là, son call aussi de long terme qu'il avait pris sur Palantir. C'est juste encore une fois incroyable. Et c'est vrai que qui que vous soyez, si vous avez un portefeuille supérieur à 20 000 $, clairement vous vous rendez pas compte, chaque année qui passe sans utiliser les options, vous avez clairement un manque à gagner qui est juste énorme. Et alors, enfin, je vous parle pas, qu'on soit clair, hein, je vous parle pas de vente de call tous les mois ou de vente de put échéance 30 jours. Ça, c'est de la merde, ça marche pas. Tout ce qui va être les wheels, etc. En fait, ça marche que sur YouTube. Genre de stratégie, si vous le faites sur du long terme, vous serez pas gagnant. Non, moi, je vous parle vraiment de stratégie justement de long terme, des échéances de 500 jours, 600 jours, 700 jours, de gérer l'assignation, la valeur temps, etc. Pareil pour les puts, vente d'options toujours sur du long terme pour capitaliser non pas sur la décroissance du θ comme on vous dit tout le temps pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les options. Mais non, en fait, ça encore une fois, c'est pas bon. Mais la stratégie qu'il faut adopter sur les options, finalement, on pourrait la résumer en 2 lignes. Il faut en aucun cas que vous cherchiez à faire finalement votre performance avec les options. Ok, il faut vraiment que vous ayez votre portefeuille de long terme, le truc vraiment principal, votre portefeuille vraiment au global. Et vraiment à côté de ça, vous avez des stratégies sur options pour de temps en temps, maximum 2, 3, 4, 5 fois grand maximum par an, mettre des stratégies en place pour aller gratter comme ça sur du long terme 1 ou 2% de plus par an. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les options. Donc il faut vraiment voir les options comme quelque chose qui va vous permettre d'aller augmenter légèrement votre rendement sur du long terme et non pas comme on peut le voir sur YouTube, oui, les tradings d'options, vous allez faire 15% de rendement par an, etc. Ça, encore une fois, voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de repas gratuit évidemment en finance, donc ça fonctionnera pas. Je vous remets d'ailleurs mon cours gratuit depuis d'une heure sur les options dans mon school, dans la partie Classroom, sur lesquelles en fait vous aurez la vue d'ensemble de toutes les stratégies. Voilà, ça me permet de mettre ça en avant. Donc voilà, vous l'avez dans mon school. Encore une fois, là pour l'instant, je vous mets ça totalement gratuit, donc vous avez accès à tout ça avec en plus la communauté dans le school. On est bientôt 500, enfin on est 500 membres là dans le school. Donc voilà, vous avez le lien dans la description, profitez-en. Et je vais terminer la vidéo là-dessus. LVMH, le cognac au cœur d'un stratagème pour contourner les tarifs. Alors regardez ce que veut faire LVMH, exporter une partie de la chaîne de valeur en Chine, notamment l'embouteillage, afin de contourner les surtaxes douanières appliquées aux produits de la marque, donc de toute la partie Hennessy, le cognac. Est-ce que Pernod Ricard va faire la même chose? Point d'interrogation. Toujours est-il que ça va impacter 500 employés sur site, et donc là finalement on est en plein dans, on pourrait dire, le retour au réel, hein, c'est-à-dire les conséquences des décisions désastreuses qu'ont pris les politiciens qui dirigent la France, toutes les décisions qu'ils ont prises. Et bien voilà comment ça se répercute effectivement dans le bout du bout. C'est toujours les employés qui prennent tarif, hein. C'est clair que LVMH ils vont toujours trouver une petite faille pour s'en sortir. Et ça me fait penser à cet article que j'ai vu tout à l'heure. Michel Barnier invente l'impôt sur le Made in France. Là, on n'est pas trop mal effectivement. Donc Donald Trump de son côté
On favorise le Made in America parce que il a annoncé hein, passer les impôts de 21 à 15, donc une baisse massive. Pékin, pareil, il soutient le Made in China. Germany, c'est la même chose. On défend les intérêts sur les entreprises. Et en France, c'est dingue quand même. Regardez ce qu'ils écrivent en ciblant celles qui ont le plus d'activités d'usines, de salariés et donc de bénéfices en France. L'objectif vise à obtenir 8 milliards d'impôts de recettes l'an prochain. Mais c'est. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça me fait penser il y a à peu près 2 mois, Michel Barnier avait fait une annonce en disant oui, toutes les entreprises qui ont plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, on va les taxer sur les 2 prochaines années. Mais en fait, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens de parler en termes de chiffre d'affaires, parce que imaginez, vous avez une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires avec une marge nette de 10%. Donc j'arrondis, elle a un bénéfice net imposable de 100 millions. Et à côté, vous avez une entreprise qui fait un chiffre d'affaires non pas de 1 milliard, mais de seulement 900 millions, donc qui ne serait pas éligible à cette taxation, mais qui par contre, cette entreprise a une marge de 60%, une marge nette de 60%. Ça voudrait dire que cette entreprise-là, elle aurait un bénéfice imposable 4 fois supérieur à l'entreprise qui serait éligible. Mais ça a aucun sens. C'est-à-dire que là, concrètement, on taxerait, en fait, effectivement, en fait, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois, on le dit toujours, tout leur stratagème, ça vise vraiment à taxer une part du gâteau. Ouais, j'allais le reformuler, mais je pense que vous avez vraiment compris. Ils se focalisent vraiment, non pas sur augmenter la taille du gâteau et même en réduisant les taxes, vous êtes toujours rentable. Non, eux, ils se focalisent sur, on va surtaxer un tout petit gâteau et on va vraiment saigner les personnes. J'avais carrément vu là qui pareil, ils voulaient augmenter les impôts des micro-entreprises. Enfin, c'est vraiment, c'est juste incroyable. Bon, bref, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais vous faire une partie 2. Une partie 2, en vrai, je vais quand même vous parler, je vous ai dit d'ASML, ça peut être super intéressant. Et puis également, je mettrai, je pense, une autre action que je trouve sympathique. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci et bonne soirée à vous.